Donc avant de parler de science, on va parler d'autre chose, de cinéma, parce qu'en général quand je vais dans les bars avec les filles, moi je parle pas de science, je parle de cinéma, c'est beau que ça marche beaucoup mieux. Donc venez voir du cinéma. Donc tous les mois, et donc c'est vrai que ça finit au mois de juin, mais on recommencera l'année prochaine. On est en train de choisir les nouveaux films, et puis il va y avoir des films que vous n'avez pas vus et tout, et ça va être vraiment super. Donc les films, c'est pas simplement de la physique, cette année, pour ceux qui n'ont pas ouvert, on s'est amusé à faire de la biologie, par exemple avec le Voyage fantastique, je ne sais pas si vous vous rappelez ce film de Richard Fleischer des années de 1967, des péplums comme Agora, on a vu Gattaca, on a vu la super séance de Gravity, on a eu Jean-François Clairvoy qui est venu nous raconter ce que c'est d'aller dans l'espace pour explorer le télescope Hubble, et je pense que c'était vraiment super. Et donc on se voit mardi 27 mai, donc mardi prochain, pour voir Malville. D'accord, ça, on va parler de biologie. Et il y aura François Tadei, peut-être ceux qui suivent un petit peu la science connaissent un peu François Tadei, qui est un biologiste qui va venir discuter avec nous. Et on finira dans le mois de juin par la nostalgie de la lumière. Donc ça, c'est au Grand Action. C'est gratuit, donc voilà, tout le monde peut venir. Il faut juste s'inscrire sur notre site web. Et le problème, c'est que vous êtes de plus en plus à vouloir venir, donc il faut vraiment s'inscrire 15 jours avant pour venir, parce qu'en une journée ou deux, c'est tout plein. Voilà, donc ce week-end, si vous ne faites rien, venez nous rendre visite au Salon des Jeux Mathématiques. C'est ça, c'est place Saint-Sulpice pendant 4 jours, de jeudi jusqu'à dimanche. Plein d'activités autour des maths, des jeux et tous les acteurs des mathématiques en France qui vont avoir des stands donc voilà, au cœur de Paris. Donc ça va être sympa, il y aura des polyèdres, il y aura des ordinateurs, il y aura des trucs, ça va être super. Ensuite, le Festival de Florence. Alors le Festival de Florence, c'est bien parce que vous avez commencé comme ça à faire cet événement public et puis on ne sait jamais où ça va mener. Moi, j'étais pas là quand ça a commencé, il y a 24 ans, le Festival de Florence. Et ils ont commencé par quelques conférences et en particulier la dernière a été donnée par Hubert Reeves dans un champ. Et là, miracle, il y a, alors que dans toutes les conférences d'avant, il y avait 10 personnes qui venaient, il y avait Hubert et ils se sont retrouvés, je crois, d'après ce que me raconte Bruno, à 300. Et là, la mairie, tout ça, se dit, il faut lancer ce festival d'astronomie. Ça fait 24 ans que ça dure. Et pendant une semaine, on parle de science. Alors au début, c'était un festival d'astronomie, ça s'appelle toujours comme ça d'ailleurs. Mais maintenant, c'est devenu un festival de sciences au sens large, avec des événements assez particuliers, comme par exemple le marathon des sciences, qui sont 12 conférences en 12 heures, sur un thème donné. Non mais sur un thème donné où vous balayez le thème depuis la biologie, les mathématiques, la philosophie, donc tous les domaines de la connaissance, ce qui vous permet d'avoir sur par exemple la notion de limite. Cette année, on va parler de hasard. Donc voilà, hasard selon toutes les disciplines, depuis les mathématiques jusqu'à l'innovation. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le hasard? Donc voilà, l'année dernière c'était complexité, à chaque fois on choisit un mot comme ça. Donc pour préparer le bac, c'est pas mal. Si ça tombe cette année. Donc. Non mais venez, c'est sympa, et puis on est... Voilà. Et le dernier truc, c'est un... Voilà, donc tu as parlé de Cédric Villani. On va sortir bientôt un livre, ça s'appelle La Maison des Mathématiques, Cédric et moi. Donc il y a un peu de pub là-dessus, pour vous parler un peu comment l'Institut d'Henri Poincaré fonctionne et comment les mathématiciens travaillent. Parce que les gens fantasment beaucoup sur les mathématiciens. Voilà. Pas assez sur les physiciens. Je ne sais pas, mais apparemment plus sur les mathématiciens. Peut-être c'est que depuis qu'ils vont plus à la télé que... Voilà, bref. Alors, c'est toujours embêtant de savoir par où on commence. Moi, j'aimerais juste savoir rapidement... Non, soyez sérieux. J'aimerais juste savoir qui vous êtes. Donc, on ne va pas faire l'appel, mais... Qui, par exemple, a fait des études de sciences, du style j'ai fait un premier cycle ou un deuxième cycle en sciences en général, Ah ouais, quand même. D'accord. Qui n'a pas fait des études de sciences, mais de temps en temps s'intéresse à lire, je sais pas, un article de Science et Vie ou un truc, l'article Science des pages du Monde ou tout ça. D'accord. Et puis qui est complètement un curieux égaré qui est venu là parce qu'il y a de la lumière? C'est super. Ça, c'est le cœur de cible. Voilà, vous voyez, c'est le cœur... C'est le cœur de cible, parce que les autres, on sait que vous venez de toute façon. Et donc voilà, c'est à vous que je vais parler, c'est ça qui m'intéresse. Donc la science, vous avez parlé, dès qu'on parle de science, il y a beaucoup de choses à connaître en science et c'est un petit peu compliqué de commencer. Et dans les discussions qu'il y a eu dans Sébastien, je dois dire un truc extraordinaire parce que Sébastien, c'est la première fois qu'il faisait quelque chose grand public aujourd'hui, donc c'est une première. Et il a été très modeste parce qu'en fait, il vous a pas dit, on n'a pas dit, mais cette année, il a réussi le concours du CNRS, donc il va devenir un vrai chercheur. Il voulait pas que je le dise. Voilà. Donc ça, il vous en a pas parlé, mais c'est vrai que s'il y a des jeunes qui font aussi de la recherche, ça peut être intéressant de discuter avec lui ou avec moi, mais moi c'était il y a plus longtemps, donc les tons ont un peu changé, sur la difficulté pour finalement en faire une activité professionnelle, parce que c'est bien beau d'aller faire des études de sciences, de faire une thèse, même de scientifique ou non scientifique, peut-être d'aller traverser le monde à droite à gauche pendant un postdoc, mais finalement ce qu'il faut faire aujourd'hui pour avoir un poste permanent et faire de la recherche de façon professionnelle, quelle que soit la discipline, parce que étant donné, vous savez, un peu vous entendez peut-être vous intéresser aussi à l'économie de temps en temps,
important. C'est pas si facile que ça d'avoir des postes au CNRS maintenant, puisque on pourra en parler aussi, ça fait partie de la science et de la politique scientifique, et je suis tout à fait ouvert pour discuter ce genre de sujet. Donc on a parlé de mots, et moi ce qui m'intéresse, j'ai fait pas mal de vulgarisation avec des enfants, et avant de parler de science, en fait j'aime bien parler des mots, parce que je pense que la chose la plus importante, c'est les mots. Et il y a des mots là qui m'ont... que j'ai noté. J'ai noté le mot voir. Il y avait un jeune homme là tout à l'heure qui disait pour voir la matière noire, tout ça. C'est vrai que le mot voir, c'est le plus important. Parce qu'on a tendance à vouloir expliquer ce qu'on voit. Et le problème, c'est qu'on ne réfléchit pas trop à ce que ça veut dire vouloir voir. Et en fait, on a tous été équipés, presque tous, à partir de la naissance, avec un cerveau. Je ne sais pas combien il y a de neurones, mais avec ce cerveau, qui est un truc dont on commence à peine à comprendre le fonctionnement, et puis des instruments de mesure extraordinaires, qui sont les yeux, les oreilles, le toucher, le goût. Et en fait, nos sens, ce sont des instruments de mesure. Et en fait, on arrive au monde comme ça, sans autre appareil de mesure. Et on commence à interagir avec le monde, et en interagissant avec ce monde, on va avoir trouvé des choses, finalement reconnaître des choses qui se répètent. On va savoir que finalement, hop, on tombe. On tombe tout le temps, on tombe tout le temps. Et en fait, on découvre la gravité. C'est-à-dire qu'on rend compte que si on n'a pas 3 points d'appui, on tombe. Et les gosses, dès qu'ils ont qu'ils savent marcher, c'est quoi? C'est 9 mois, 10 mois, 1 an. Eh bien, ils découvrent la gravité parce qu'ils se cassent la gueule tout le temps et ils se rendent compte que finalement, c'est dangereux et on tombe. Et on a tous fait ça, donc l'humanité a fait ça, donc pas sur l'échelle d'un individu, mais sur l'échelle de l'humanité, et on a commencé à comprendre qu'il y avait des régularités. C'est-à-dire, si je lâche un truc, il tombe. Ah c'est bien, donc ça se passe toujours. Il n'y a pas une fois où on a lâché le truc et le truc n'est pas tombé. Et à partir de ça, on a commencé à essayer de mettre de l'ordre dans ces observations. Et ça, on l'a fait avec nos mots. Ces mots, ils ont été inventés finalement par le développement des langages que nous avons créés, et ce langage a été créé par quoi? Par notre cerveau et nos interactions sociales, en interaction dans notre monde autour de nous. Ce qui fait que les phénomènes que nous décrivons, c'est des phénomènes qui sont à notre échelle. Il est facile pour moi de parler de la physique à l'échelle du mètre, à l'échelle du kilomètre, à des énergies faibles, parce que c'est des choses qui sont des phénomènes qui sont dans la vie courante. Et là, vous avez une intuition. Alors par exemple, si je prends une surface, la surface du piano, je la touche, et on va tous se mettre d'accord pour dire que la surface, elle est dure et elle est lisse. D'accord? Et ça, on va tous se mettre d'accord. Et si je vous dis, la surface du piano est dure et lisse, eh bien, il n'y a personne qui va me demander, mais on ne le voit pas. On va dire, mais si, c'est évident, je touche, c'est dur et c'est lisse. Plus tard, quand je développe de nouveaux instruments pour observer le monde, par exemple des microscopes, il va falloir des centaines d'années pour inventer un microscope, mais le jour où je regarde cette table au microscope électronique, je vois que ce n'est pas du tout lisse et dur, c'est complètement rugueux et plein de vide. Donc là, je suis en train de parler du monde à l'échelle microscopique, ou nous en cosmologie, du monde à l'échelle macroscopique, aux échelles cosmologiques, et je vais vous parler d'univers qui sont complètement différents de l'univers à notre échelle. Et je dois vous en parler avec les mots de tous les jours. D'accord? Et ça, vous vous rendez compte que c'est pour ça qu'on a un problème de communication, tous. C'est parce que nous, on vous parle avec des objets qui sont des objets mathématiques qui permettent de décrire ces phénomènes-là. On se comprend entre nous parce qu'on a développé un langage commun. Et vous n'avez pas le même langage commun que nous parce que vous n'avez pas allé suffisamment loin dans l'étude de ces univers physiques. Alors bien sûr, on en entend parler et au bout d'un certain temps, on s'habitue. Et je crois que c'est Richard Feynman qui disait, en fait, on ne comprend jamais, il y a un moment... on s'habitue suffisamment et on admet les choses. Et je pense qu'il faut penser qu'en science, on admet. C'est-à-dire qu'il y a un moment, on va décider de dire cet objet-là, je le décris de telle ou telle façon, je vais lui donner des propriétés, et puis j'admets qu'il a ces propriétés-là tant que ça marche, tant que je n'ai pas besoin d'ajouter de nouvelles propriétés. Si je vous dis que pour décrire je sais pas, une feuille de papier ou un micro, par exemple, il faut que je donne sa forme et puis sa masse, vous allez me dire c'est normal, parce que je peux le peser. Si maintenant je vous dis que pour décrire une particule, en plus de sa masse, il faut que je lui donne par exemple une charge électrique, alors si vous avez fait des études jusqu'au bac, peut-être que, ah oui, la charge électrique, la force électromagnétique, tout ça, on peut admettre qu'il faut. Si je vous dis il faut un spin, et là vous allez dire, c'est quoi le spin? Je vais dire en fait, le spin c'est une structure mathématique qui fait que quand je mets cet objet dans telle et telle condition, il répond de telle ou telle façon. C'est une propriété de cet objet quand je le bouscule avec différents appareils de mesure, quand je le questionne. Le problème, c'est que dans la vie de tous les jours, il n'y a aucune façon de questionner des objets macroscopiques de cette façon. Donc les gens qui ne sont jamais rentrés en contact avec cet objet-là vont trouver ça complètement contre-intuitif, vont trouver ça fumeux, vont dire mais on ne le voit pas, on n'arrive pas à le comprendre. Il n'y a pas de choses intuitives. Donc ça, il faut admettre quand on va vers la science, ou même en général vers le savoir, ça peut être la philosophie, ça peut être tout, qu'il y a un moment, vous ne comprenez pas parce que simplement, il y a toute cette démarche qui est longue, qui est pénible et qui prend du temps pour acquérir finalement la vraie valeur de ces mots-là. Et tant qu'on n'a pas fait ça, alors aujourd'hui c'est la grande mode de parler des deux infinis, la microscopique et l'univers dans son entier. Quand on veut parler de ça, on parle des choses que l'on ne peut pas sentir, qui ne correspondent presque à rien dans l'univers mental que nous avons développé depuis que nous sommes petits de façon intuitive. Et ça c'est pour ça que c'est difficile de vulgariser et de parler entre nous. Donc on essaye quand même
Parce que ce qui nous intéresse, c'est finalement pas que vous compreniez tout ce qu'on fait, parce que c'est impossible. Si j'étais capable en 1 heure de vous expliquer l'univers, bien finalement, ça servirait à rien de donner des heures de cours et d'écrire des bouquins sur le sujet. Mais surtout de vous montrer comment on se pose des questions, parce que la façon dont on se pose des questions en questionnant l'univers, en questionnant les particules élémentaires, ça nous aide aussi à poser des questions dans d'autres domaines et finalement à nous comporter nous-mêmes en tant qu'individus, citoyens, tout ce que vous voulez. Et c'est pour ça que moi je trouve personnellement important d'utiliser la science comme vecteur de questionnement auprès des enfants. Voilà. Donc ça c'est un peu, voilà, je vous dis ce que j'en pense. Bon, très bien, donc ça c'était le mot voir. Et il y avait le mot doute. On verra, il y avait le mot doute, on verra. Il y avait le mot cosmos, je vais commencer là parce que je vais parler un peu d'univers quand même. Il y avait le mot cosmos. Cosmos, c'est le mot le plus beau que je connais de la langue française. D'ailleurs, c'est un mot de grec, mais c'est le plus beau mot que je... C'est le plus beau mot que je connaisse. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire cosmos? Non. Est-ce qu'il y en a qui ont fait du grec ancien, hein, pas du moderne? Vous avez fait du grec ancien, ça veut dire quoi, cosmos? Je sais plus. Bon, on doit se dire que ça a un truc à voir avec l'espace, parce que cosmonaute, cosmologie, tout ça. Je vais vous raconter une histoire vraie, j'ai déjà raconté plein de fois, mais elle est tellement vraie que c'est incroyable. C'était en 2001, j'allais à une conférence en Afrique du Sud, et pour une conférence de cosmologie, je passe la douane. Pas la douane, si la douane, pour les visas, et on vous pose les questions, pourquoi vous venez là, ainsi de suite. Et donc on me demande, qu'est-ce que vous venez faire ici? Et je dis, je viens à une conférence de cosmologie. Et le douanier me dit comme ça du tac au tac, et vous avez des échantillons? Moi j'ai dit non, j'ai pas d'échantillons. Je me suis dit bon, très bien. C'était la première fois que j'allais là-bas. Et puis après, ça m'a fait réfléchir. Et je dis mais cosmologie. Et puis c'est vrai que cosmétique, on pense à cosmétique. Et cosmétique, dans ce mot-là, cosmétique, il veut pas dire la même chose que dans cosmonaute, le mot cosmos. D'accord, il veut dire beau, il veut dire donc en grec. Donc tu sais ce que ça veut dire en grec? Non, c'était le nom qu'on donnait pour les bijoux, les parures, les beaux bijoux des femmes. Donc après, on se pose la question, une fois, donc je ne le savais pas, et j'ai fait comme tous les gens qui voient. Il y a un moment, je suis allé voir dans le dictionnaire, je l'ai appris, et je fais c'est le type qui sait, comme ça, c'est facile. Donc c'est le nom des bijoux, des très beaux bijoux que mettaient les femmes en Grèce, dans la Grèce antique. Et là, on se pose la question, finalement, quel rapport entre un bijou et l'espace? Ça scintille. Ça scintille, c'est vrai. Mais en fait, c'est presque ça. Et donc quand on creuse, on va lire des bouquins des gens qui ont écrit et qui ont étudié, et puis on apprend que le premier à avoir appelé le ciel étoilé, la voûte céleste, cosmos, c'est Pythagore. Donc Pythagore, c'est que ça doit être 570, quelque chose comme ça, avant notre ère. Et il a choisi ce nom pour décrire la voûte céleste. Donc à l'époque, on pensait que l'univers c'était un peu comme ici, c'est-à-dire que tout était à l'intérieur d'une sorte de voûte comme ça, qui était sphérique, qui tournait autour de nous en 24 heures, et puis dessus il y avait les étoiles qui étaient déposées, et c'est pour ça que si on regarde les étoiles, elles font le tour, on a l'impression qu'elles font le tour autour de nous en 24 heures. Et il a appelé ça cosmos, et alors on se pose la question ensuite, pourquoi est-ce qu'il a appelé ça cosmos? Et bien en fait, il a donné ce nom à la voûte céleste parce que l'émotion qu'il avait en regardant le ciel, ce ciel étoilé, était la même que l'émotion qu'on peut avoir en regardant une femme qui a des très beaux bijoux. Je ne sais pas ce que ça dit sur qui, mais bon. Donc ça c'est important parce que ça veut dire que quelque part il y a cette émotion au ciel et ce rapport au ciel. Et ça aussi c'est quelque chose d'important, j'aime bien rappeler aux enfants. Si vous faites des activités avec des enfants, vous allez voir qu'ils savent plein de choses, ils savent plein de faits dans les écoles, mais par exemple sur les planètes, ils vont savoir quelle est la dernière planète du système solaire, ils vont savoir, et Pluton et tout ça, ils vont savoir. Mais tout ce savoir en fait, ils n'ont jamais regardé le ciel. Ensuite vous leur demandez est-ce qu'il y avait la lune ce soir? Et personne n'a regardé le ciel, même s'il n'y avait pas de nuages. Et en fait, on se rend compte que on grandit tous aujourd'hui dans des villes où il y a beaucoup de lumière, où on ne lève plus le nez, et on a perdu ce contact au ciel. Et en fait, ce contact au ciel, il est fondamental, parce que c'est ce contact qui nous a permis de questionner l'univers. Et nous, en fait, aujourd'hui, quand on a ces images fabuleuses qui viennent du Hubble Space Telescope, qui viennent des grands observatoires du monde entier, on voit ces myriades de galaxies, on voit de toutes les couleurs, de toutes les formes. Et en fait, il y a des moments où ce spectacle-là vous rappelle finalement le spectacle, cette expérience de Pythagore, se dire mais finalement quand vous êtes devant ce truc-là, vous dites mais voilà.
Et je crois que c'est ça le premier moteur. Après, tous les jours, c'est pas aussi drôle que ça, mais au départ, c'est le premier moteur. C'est-à-dire que vous êtes là devant un truc qui, quelque part, résonne en vous et veut vous pousser finalement à comprendre ces choses. Et je pense que l'univers, dans ce sens-là, et la cosmologie, l'astrophysique en général, ce sont des bons vecteurs pour parler de science, parce que si on a eu un peu de chance, on a tous un jour ou l'autre levé les yeux et puis on a vu des petits points. Voilà, on a vu des petits points et la première question c'est finalement c'est quoi ces petits points? Et c'est là que tout le débat commence, c'est savoir finalement c'est quoi ces petits points, pourquoi il y a des petits points, pourquoi est-ce qu'ils brillent, est-ce qu'ils sont toujours pareils, et ainsi de suite. Et ça c'est ce qu'on fait, ce qu'on essaie de faire tous les jours dans les laboratoires. Alors pour faire ça, Sébastien, tu as bien fait de parler des observations. On regarde le ciel. Alors on ne le regarde pas simplement avec nos yeux, parce qu'on a découvert que cet instrument de mesure aussi extraordinaire soit-il, n'est pas suffisant pour questionner le monde. On a inventé des télescopes, on a inventé des microscopes, on a aussi réussi à comprendre qu'il y avait d'autres lumières que la lumière visible. On pouvait voir des ondes qu'on appelle les ultraviolets. Alors ça, vous connaissez tous, parce que celles que vous protégez quand vous mettez de la crème solaire, c'est celles qui brûlent. Les infrarouges, les rayons X, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, on sait que si on observe le ciel dans toutes ces longueurs d'onde, avec des télescopes dédiés à ça, eh bien, on arrive à faire des images qu'on appelle des images en fausse couleur, donc qui sont dans des couleurs qui sont accessibles à notre œil. Et on découvre des phénomènes physiques qui ne sont pas accessibles par notre œil directement. Et ça, c'est un des grands progrès de l'astrophysique observationnelle de ce dernier siècle, c'est d'être capable d'observer dans ce qu'on appelle de toutes ces longueurs d'onde, dans toutes ces couleurs. Et là encore, donc tout à l'heure, je vous ai parlé de quoi je vous ai parlé, je ne me rappelle plus. De voir. Et là aussi, c'est important, c'est que on a cette illusion que le monde est restreint au monde que l'on observe, et finalement, repensez à tout ce que vous savez de la science, et voyez-le comme une sorte de quête pour aller au-delà de ce qui est évident et de ce qui vous paraît complètement coulé de fait. D'accord ? Simplement l'exemple classique de dire « Ah ben je vois les étoiles tourner autour de moi, je vois le soleil autour de moi, donc tout tourne autour de moi ». Ça, c'est l'observation. Et l'observation vous trompe. Et en fait, ce que vous vous rendez compte quand vous faites de la recherche, c'est que la plupart du temps, ce que vous observez et l'explication naïve vous trompe. Et il faut pour cela faire une démarche qui est une démarche intellectuelle, une démarche de recherche. Et là, alors ça c'est par exemple Galilée, dire mais attention, je peux prendre une autre hypothèse, ça ne tourne pas autour de moi, c'est moi qui tourne. Et si c'est moi qui tourne, si je tourne en 24 heures, tac, 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 sur moi-même, eh bien en fait, oui, j'ai l'illusion que c'est les choses qui tournent autour de moi et je peux renverser l'explication et pour arriver à une nouvelle type d'explication et finalement donner plus de sens aux choses que j'observe. Et ça, regarder dans des nouvelles couleurs, utiliser des nouveaux vecteurs comme par exemple les ondes gravitationnelles que tu as évoquées tout à l'heure, ce sont des façons de questionner l'univers, d'aller au-delà de ce que l'on explique naïvement et la façon dont ça semble marcher. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'important si un jour vous voulez faire de la recherche, c'est surtout ne pas vous arrêter à vous dire « Ah, c'est comme ça que ça marche », c'est pas être un expert. C'est pas être un expert. En fait, il faut garder quelque part une part d'ignorance et de vous dire « Ah, mais ça, je comprends pas », parce que si vous savez trop bien, vous n'allez plus, à un certain moment, être capable de sortir de ce schéma explicatif, il va être trop beau. Et ça, c'est un grand problème de l'éducation. Alors, s'il y en a qui veulent faire prof aussi, ça, c'est un truc que j'ai découvert expérimentalement en faisant de la recherche, c'est que quand j'étais en classe prépa, et ensuite en école, et ensuite en thèse, eh bien, pas en thèse, en fait, jusqu'en école, j'étais confronté à des savoirs. J'apprenais des lois de la physique, l'électromagnétisme, la physique nucléaire, et puis je faisais des exercices, et ce qu'on me demandait, c'était de résoudre l'exercice comme il faut, avec les lois que j'avais, et à aucun moment, on m'a expliqué, mais finalement, comment on a écrit les lois de Maxwell. Loi de Maxwell, petit astérisque, donc les lois de l'électromagnétisme, qui expliquent l'électricité, le magnétisme. Et quand vous apprenez ça en classe prépa, on vous écrit les équations, on fait des tonnes d'exercices, et à la fin de l'année, vous êtes vraiment une brute, quoi. Ça, vous savez tout faire. D'accord, les circuits électriques, les ondes dans l'atmosphère, tout ce que vous voulez. Mais à aucun moment vous vous posez la question, qui est la seule question qui est intéressante. Mais comment il a fait Maxwell pour écrire ces équations? Non mais c'est la seule question intéressante. Le reste, c'est de l'application, et comme je le dirais, éteins ta caméra, c'est plus pour si vous êtes intéressé par devenir ingénieur, par exemple. Ça... Non, il y a des ingénieurs de génie, c'est une plaisanterie. Moi-même, j'ai été ingénieur aussi. Donc, non, ce que je veux dire, c'est que ce qui est important et ce qui est intéressant aux chercheurs, c'est pas juste d'être capable de résoudre des exercices, c'est de se poser la question de pourquoi il a le droit d'utiliser les lois qu'il utilise. D'où la question qu'on a eue tout à l'heure, et comment on sait si c'est pas la relativité générale, les questions légitimes, c'est-à-dire qu'à chaque moment dans notre étape, dans notre démarche intellectuelle, on va supposer que des choses sont vraies parce qu'on les a testées de différentes façons, on sait qu'elles sont vraies avec une certaine précision, et on va continuer à les extrapoler jusqu'à ce qu'on ait un problème. Le jour où on a un problème, on appelle ça problème, on appelle ça énergie noire, matière noire, tout ce que vous voulez. Quelque chose noir, ça fait bien noir. On disait black is beautiful, c'est pour ça. Et donc, on appelle, ça veut dire, il y a un moment dans ce schéma logique, je ne peux plus continuer.
Donc ça veut dire, qu'est-ce que je fais? Je reviens en arrière, je reviens sur ma copie, je regarde toutes mes hypothèses, et peut-être j'essaye de changer de point de vue. Mais ça, c'est quelque chose qui est difficile à faire. C'est pas quelque chose que vous apprenez à l'école. Vous apprenez jamais ça à l'école. D'accord? Et c'est malheureux, c'est-à-dire que ça soit pour la recherche, que ce soit pour l'innovation en général, c'est ça qu'il faudrait apprendre. C'est-à-dire comment, étant donné vos connaissances, il y a un moment dans votre tête, vous gardez un petit peu suffisamment de liberté pour écrire des choses que tout le monde va vous dire c'est faux, et que vous autorisez à faire cette fausseté pour retrouver quelque chose de vrai plus tard. Et ça, je ne sais pas expliquer comment on fait. Je pense que c'est un peu comme apprendre à faire du vélo à des gens. C'est-à-dire que moi, je ne sais pas expliquer aux gens comment on fait de la recherche. La seule chose que je peux leur dire, c'est venez faire une thèse et puis regardez, faites à côté, faites avec nous. Et puis il y a un moment, c'est comme le vélo, on va vous lâcher puis vous allez savoir le faire. Et vous n'allez pas savoir expliquer ce que vous faites. Mais n'empêche que vous allez avoir compris cette démarche intellectuelle, c'est-à-dire finalement, j'ai tout ce savoir et le savoir qui est en formation, c'est-à-dire lire des articles de recherche actuels, discuter avec des collègues, et puis finalement les comprendre, les admettre, mais toujours douter d'eux. Et trouver ce bon équilibre entre ces différents savoirs pour arriver à quelque part à avancer et à changer de point de vue et faire que des choses qui semblaient incompatibles deviennent de nouveau compatibles dans un autre cadre. Et ça, il n'y a pas de recette, malheureusement, c'est une démarche expérimentale, de recherche expérimentale. On ne peut pas vous apprendre à faire de la recherche. Voilà. On peut vous apprendre à résoudre des exercices, à construire des ponts, tout ça, mais faire de la recherche, on ne peut pas vous apprendre. On peut juste vous y exposer. D'accord? Ça, pour moi, c'est vraiment important. Une fois, j'expliquais, c'était un peu comme, c'est comme la poésie. À l'école, vous allez apprendre la grammaire et l'orthographe. C'est bien, vous parlez français, mais jamais ça vous apprend à écrire et même à comprendre de la poésie. La seule façon de comprendre la poésie, c'est de lire de la poésie, et puis de lire de la poésie, et de lire de la poésie. Et un jour, peut-être, vous comprenez. Puis il y a des gens qui ne comprennent jamais. Bon, tant pis, c'est comme ça. Mais il faut accepter que c'est une démarche intellectuelle qui est comme ça, et je pense qu'elle ne peut pas s'enseigner. On peut créer des systèmes qui vous permettent d'y avoir accès, de comprendre comment ça marche, mais il n'y a pas une recette qui permet de fabriquer des chercheurs. Voilà, donc regardez, c'est ça. Donc on regarde, on a plein d'observations, mais regardez, c'est pas suffisant, parce que si je vous fais une liste des observations, ce que j'ai, c'est un catalogue, et c'est pas ça de la science, d'accord? Ça, c'est un état de pré-science. On fait le catalogue de tous les animaux qui existent, mais tant qu'on n'a pas fait des familles, on n'a pas compris comment elles étaient articulées les unes avec les autres, on n'a pas donné d'explication. Donc à partir de ça, on va faire un modèle. Et c'est là la chose difficile, donc un modèle, c'est une représentation de tout ce que j'observe, donc ce que j'appelle les réalités, toutes les choses avec lesquelles je suis capable d'interagir, de bousculer, de regarder, d'entendre, de voir, de tester. Et ça, je veux le représenter, et pour le représenter, je vais utiliser les mathématiques. Et ça, pourquoi? Non plus, je ne sais pas, sauf que je sais que ça marche. Voilà. Donc je sais que ça marche. Alors après, on peut discuter pourquoi je pense que ça marche, mais je pense qu'il n'y a pas d'autre façon, c'est comme ça qu'il faut faire. Et que quelque part, les mathématiques, elles disent quelque chose en plus sur la nature de la réalité qui fait que ça nous permet d'écrire la science avec ces outils-là. Et on va écrire des lois mathématiques qui permettent de résumer tous ces effets dans quelques lois. La loi de la gravitation universelle, la loi de l'électromagnétisme, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et on va faire la même chose pour l'univers. Alors ce qu'il faut faire attention, c'est qu'il ne faut pas confondre l'objet et la description de l'objet. D'accord? J'en fais une description, cette description peut être fausse, l'objet est ce qu'il est, je regarde l'univers, mais le modèle de l'univers, donc le modèle cosmologique, lui, il peut être faux. Et quand je vais lire des choses comme Big Bang, alors c'est le mot qui fait peur à tout le monde, c'est Big Bang avant le Big Bang, tout ça. En fait, il ne fait pas peur ce mot, parce que ce mot, il n'existe pas, j'ai jamais vu le Big Bang, personne non plus. Ce mot n'apparaît que dans un modèle cosmologique, dans une construction théorique qu'on extrapole au-delà de ce qu'on est capable de tester, d'observer, même de maîtriser au niveau de la théorie, comme quelque chose qui ne marche plus. Ça ne veut pas dire qu'au début de l'univers, il y a un truc, et avant il y a zéro, et après il n'y a plus rien. Ça veut juste vous dire que dans ces descriptions, c'est comme ça que ça se passe, mais quand vous pensez que c'est l'univers qui est comme ça, c'est que vous êtes en train d'identifier l'objet et la description de l'objet. Et ça, c'est pas bon. D'accord? Ça, vous avez compris ça? Ok, c'est vachement important, parce qu'il y a plein de journalistes qui n'ont pas compris ça. Bon, donc on fait des modèles, et à partir de ces modèles-là, on va ensuite les mettre à l'épreuve. C'est-à-dire qu'on a une description, et cette description, elle nous dit toujours plus sur la réalité que ce qu'on a mis au départ. Comme le disait Sébastien, on a observé des galaxies, on a vu ces galaxies s'éloigner de nous, Hubble dans les années 1920 quelque chose, 27 peut-être. Et puis on a déduit de ça que l'univers était en expansion, et à partir du moment où on sait que c'est en expansion, que c'est une propriété de l'espace-temps, eh bien on est capable de déduire d'autres prédictions du fait que l'univers est en expansion. Et ça, ensuite, on peut aller les regarder. Ça veut dire que quelque part, votre modèle vous permet de poser de nouvelles questions. D'où de nouveaux programmes d'observation avec des grands télescopes, des satellites et ainsi de suite. Et quelque part, vous avez une sorte de machine à deux temps. C'est-à-dire que quelque part, vous observez des choses. Et ce que vous voulez, c'est surtout faire des observations qui ne collent pas avec votre modèle.
C'est l'horreur. Quand ça marche, c'est insupportable. Les gens sont contents. Les gens qui ont fait le modèle sont contents parce qu'ils disent ah mon modèle il marche, il passe toutes les preuves, tout ça là comme Planck, 6 paramètres, tout machin. Mais c'est pas bien parce que ça veut dire que quelque part c'est un peu ça ne vous permet pas de poser de nouvelles questions. Ce qui vous fait poser une nouvelle question, c'est quand il y a un truc qui colle pas, ça marche pas. Parce que là, vous allez pouvoir creuser, vous allez pouvoir chercher pour chercher une nouvelle explication. Si vos observations, vous faites des barres d'erreur qui diminuent et ça marche toujours aussi bien, eh bien votre explication elle est robuste et vous vous dites mince, est-ce que je vais être capable d'aller au-delà ? Alors bien sûr, dans votre modèle, il y a toujours des choses que vous n'expliquez pas, parce qu'un modèle, ce n'est pas quelque chose qui sort de rien. Vous allez devoir faire des hypothèses, vous allez supposer que tel objet physique est décrit par tel objet mathématique. Il n'y a rien qui dit que c'est comme ça que ça doit être. Et vous avez toujours le droit de poser la question, pourquoi ? Pourquoi c'est comme ça ? Et là, dans votre modèle, dans cette description-là, vous n'avez pas de réponse à cette question-là, puisque vous posez une question sur les hypothèses du modèle lui-même. Donc pour ça, si vous voulez répondre à cette question-là, il faut faire quelque chose de plus général. Alors par exemple, quand on a découvert voilà, les noyaux, par exemple, les noyaux atomiques, on savait qu'il y avait un noyau et puis qu'il y avait des électrons. Et puis on s'est rendu compte que les noyaux, ils étaient composés de neutrons et de protons. Il vous a dit ça, Michel Spiro, hier. Et donc pendant longtemps, on s'est dit, donc déjà les noyaux, on appelait ça des atomes. Donc, ça, Étienne aussi, il a dû vous dire ça, ça veut dire qu'on ne peut pas les casser, mais en fait, on pouvait puisqu'ils sont composés de neutrons et de protons. Donc on faisait de la physique nucléaire avec des atomes, et on s'est rendu compte que ce qu'on prenait comme brique élémentaire, objet fondamental, n'était pas fondamental. Et la question, qu'est-ce que c'est qu'un atome, était légitime. Et pour y répondre, il a fallu faire une nouvelle théorie, qui est la théorie de ces particules, les neutrons et les protons. Dans cette théorie-là, je ne peux pas poser la question, qu'est-ce que c'est qu'un neutron ou qu'est-ce que c'est qu'un proton ? Il faut que j'attende de faire de la physique qu'on appelle la chromodynamique quantique, donc il va nous parler des quarks et tout ça, donc de la structure de ces particules. Et là, je peux expliquer, dans ce cadre théorique, le neutron, c'est composé de 3 quarks, blablabla, blablabla, blablabla. Je trouve une explication, mais pour avoir une explication de l'objet qu'avant je considérais comme fondamental, il a fallu que j'invente une nouvelle théorie. Et donc vous voyez, à chaque fois, les objets, vous pouvez toujours vous poser cette question de pourquoi c'est comme ça ? Alors ça, c'est un deuxième moteur. C'est-à-dire que parfois, quand vous n'avez pas d'observation, vous pouvez utiliser ce moteur-là. C'est-à-dire un moteur strictement théorique de vous dire, eh bien, j'aimerais comprendre la nature de mes hypothèses, de ma théorie et de sa cohérence interne. Et ça, c'est un moteur qui est très très fort. Et aujourd'hui, en cosmologie, on en est aussi un petit peu là. Et en particulier avec la théorie de la gravitation, parce qu'on sait que cette fameuse relativité générale, dont nous n'avons aucune raison de douter aujourd'hui, c'est-à-dire toutes les observations sont compatibles avec ce que l'on sait de la gravitation, eh bien on sait que pour des raisons théoriques, il y a des inconsistances et que ça ne peut pas être une théorie finale finalement de la description de la gravitation. Mais pour autant, on manque du guide pour nous dire dans quelle direction. Donc il y a plusieurs hypothèses. Il y a des gens qui vont dire c'est peut-être la théorie des cordes, ou c'est peut-être la théorie, comment ils appellent ça, la théorie des quantiques à boucles, ou ainsi de suite, ainsi de suite. Chacun a ses petits trucs, mais on ne peut pas dire aujourd'hui quelle est la bonne théorie. On peut dire que celle-ci, elle est plus cohérente mathématiquement, elle est plus belle, elle est plus simple, elle est plus ce que vous voulez, mais ça ne vous permet pas de trancher parce que c'est pas parce qu'on est plus simple qu'on est plus... Ça c'est important, donc vous avez finalement, là j'espère que vous commencez à voir les différents moteurs, ce qu'on est capable d'observer et de tester, la représentation qu'on en fait, et puis le questionnement interne de cette représentation, des lois qu'on utilise, qui vous permettent finalement d'avancer et de créer de nouveaux concepts. Et ça je pense qu'il faut toujours le garder à l'esprit, et moi ce que j'ai découvert avec un peu de temps, c'est quand j'étais à l'école et que j'aimais juste faire des maths et de la physique, j'ai été bien bête de ne pas faire plus de philo et plus de grec parce que finalement ça sert vachement. C'est-à-dire que cette démarche-là, c'est vraiment ce qu'on apprend dans les cours de philo, c'est de dire pourquoi et c'est quoi ton concept et c'est quoi la logique interne de ces trucs-là. Et ça, c'est vachement important et je pense que malheureusement, on ne l'étudie pas assez quand on fait des études de sciences. Donc si un jour vous avez du temps, c'est bien de reprendre vos vieux cours de philo, ça aide toujours. Dans le genre de questions dont on peut se poser, c'est la question de l'origine et ça, tu l'as bien fait remarquer, Sébastien, c'est que notre façon générale de poser des questions, c'est de dire on a une cause, on a une loi physique et puis on en déduit des effets. Ou si on connaît les effets, on va essayer de trouver la cause. On voit ça comme une sorte de régression dans le temps. Et ça, c'est un vrai problème parce que si on régresse dans le temps, il y a un moment, on veut trouver une sorte de première cause. Et aujourd'hui, en cosmologie, c'est exactement ça, l'état dans lequel on est, puisque Sébastien vous a dit, on voit les galaxies, on voudrait comprendre comment les galaxies se sont formées. On sait que c'est dû à la loi de la gravitation, c'est la seule force qui est vraiment active sur cette échelle-là, donc elle a permis à la matière de se regrouper, former des galaxies. La question, c'est qu'il a fallu que ça parte de quelque chose, donc on va faire marcher le film à l'envers, et on voit qu'au départ, il faut des petites fluctuations de densité de la matière,
matière, sinon si tout était strictement homogène, la matière elle n'aurait aucune raison d'aller à droite plutôt qu'à gauche, donc il ne se serait rien formé. Donc il faut que ça existe, donc il faut les mettre à la main, et il vous a parlé de ce fameux modèle de l'inflation, et un de ses grands succès, c'est qu'alors que ça n'avait pas été construit pour, eh bien dans cette construction-là apparaissait une façon de faire ces petites inhomogénéités. Et ça c'était une grande découverte dans les années 1980, c'était 1981, et donc quand les gens se sont rendus compte de ça, ils se sont dit c'est super. Le problème c'est que maintenant vous prenez ce modèle-là, et pour avoir ces petites fluctuations, vous pouvez aussi l'extrapoler et de poser, mais finalement c'est quoi les conditions initiales au début de l'inflation? Et puis si vous les trouviez, vous pouvez dire mais finalement pour arriver à ces conditions-là, qu'est-ce qu'il faut dynamiquement? Et ça c'est un vrai problème. Et alors aujourd'hui on est peut-être dans un changement de façon de concevoir cette façon d'origine. Et là, on est vraiment dans des... Alors, je ne parle plus de choses qui sont... C'est complètement non établi, hein, c'est de la spéculation puissance 3. Alors, il y a peut-être deux voies qu'on peut aborder. Il y en a une que j'aime bien parce qu'on connaît presque tout ça. En mathématiques, quand vous étiez à l'école, vous avez fait de la géométrie euclidienne. La géométrie euclidienne, c'est la géométrie qu'on apprend à l'école, par définition. C'est celle avec les triangles, le théorème de Pythagore, des trucs comme ça. On dit euclidienne parce que... Ça veut dire qu'il y a d'autres géométries, mais pendant 2000 ans, les gens ne savaient pas qu'il y avait d'autres géométries, donc ils appelaient ça la géométrie. Et ce qui est intéressant, c'est si vous regardez cette géométrie, en fait, il y a des millions de théorèmes, des milliers de livres et de pages, avec des trucs qui sont vraiment difficiles à démontrer. Mais en fait, quand on regarde au départ, dans le livre d'Euclide, les éléments, il n'y a que 5 phrases, c'est ce qu'on appelle les axiomes de... Il y a 5 phrases. Et si on prend ces 5 phrases, avec la logique pure, on démontre ces millions de théorèmes et ces milliers de pages de calcul et tout ça. Donc ça, c'est une sorte de Big Bang. Non, mais attendez, vous écrivez 5 phrases quelque part, et ces 5 phrases, elles sont suffisamment fortes pour porter en elles la potentialité d'un univers mathématique complet. D'accord? Donc, une fois que vous réalisez ça, vous vous dites « Ah, peut-être que la notion d'origine, je ne suis pas obligé toujours de la poser de façon temporelle. Je peux aussi la poser d'une façon axiomatique, par exemple. » On pourrait se poser la question comme ça. Donc, on pourrait imaginer, vous avez peut-être entendu parler de gens comme Max Tegmark et tout ça, qui vient de sortir son bouquin « Est-ce que l'univers est mathématique ?» qui aborde la question de cette façon-là et qui se dit finalement, j'ai une structure mathématique, je n'ai qu'une structure mathématique, et il se trouve que dans cette structure mathématique, par moment, il y a une conjonction d'un certain nombre de propriétés qui fait que j'ai comme une sorte de Big Bang, et que finalement ce que nous appelons réalité, ce n'est qu'une émergence de ces structures mathématiques. Donc ça, c'est une vision hyper platonicienne des choses. Alors l'autre façon de voir aujourd'hui qui commence disons, oui, les gens ne sont pas d'accord, mais qui s'étend un petit peu, c'est cette notion vous avez tous entendu parler d'univers multiple ou de multivers. D'accord ? Ça c'est... Donc on pensait pendant longtemps que l'univers c'est l'ensemble des choses qui existent, et on s'est rendu compte que ça c'est pas assez grand. L'ensemble des choses qui existent n'est pas assez grand, donc on a inventé le mot multivers, donc l'ensemble multiple des choses qui existent. Alors non mais ça fait rire, mais en fait on peut essayer de comprendre pourquoi c'est nécessaire. Imaginez que vous sachiez très peu de choses sur la vie. C'est-à-dire que par exemple vous ne savez pas comment on fait des bébés. D'accord ? Ça c'est un truc, vous ne savez pas grand-chose. Et vous êtes tout seul dans une pièce comme ça, et puis vous prenez conscience du fait que vous êtes. Très bien, je suis. Et je suis tout seul dans une pièce, et je peux me demander finalement d'où je viens. Et si je n'ai que moi comme objet d'observation, il y a un moment, ça va être difficile de trouver mon origine. Je vais voir que je vieillis, si j'ai des photos de moi petit, je me dis « Ah ouais, j'étais petit, j'ai grandi ». Mais quelque part, il y a un moment, je me dis, il y a un point zéro là, moi, l'univers, je n'ai pas d'origine. Donc pendant longtemps, on a découvert un truc qui s'appelle un processus biologique qui s'appelle la reproduction. D'accord ? Et ça, c'est un processus qui est vachement intéressant. Oh, c'est vous qui avez les idées mal tournées, moi, je n'ai rien dit. Non, parce que c'est très intéressant, parce que si, donc par exemple, toujours avec des enfants, hein, donc, vous voyez, on va rester très soft, vous leur demandez finalement d'où tu viens, ils vont dire, bah voilà, je suis né de ma maman, je dis, mais avant, ils vont dire, mais avant, j'étais dans le ventre de ma maman, et ça, ils savent tout ça. Et je leur dis, mais avant, et bah, pendant 9 mois, j'étais dans le ventre de ma maman. Et je dis, avant les 9 mois, tu étais où ? Est-ce que vous avez déjà posé la question, avant les 9 mois, j'étais où ? Non, vous n'êtes jamais posé la question. Vous voyez, la cosmologie, c'est vraiment se poser des questions sur plein de choses. Donc, avant les 9 mois, vous étiez où ? En fait, quelque part, vous étiez sans être. C'est vous étiez en potentialité, c'est-à-dire que vous savez, vous êtes des grands et votre papa, votre maman. Chacun, il y avait des petites cellules, mais finalement, ce processus de reproduction entre deux êtres, donc deux univers, alors un univers homme, un univers femme, bien que ça soit débattu aujourd'hui, mais... Donc un univers homme, un univers femme,
Vous donnez 2 cellules, ça vous pouvez le faire en laboratoire aujourd'hui, donc vous prenez 2 cellules, vous mélangez les 2 cellules, et bien ces 2 cellules elles vous permettent d'avoir un nouvel univers, un bébé, qui va grandir et qui va avoir sa propre... Donc vous voyez que si vous vous posez la question avec un seul univers, une seule personne, vous n'êtes pas capable de comprendre la notion d'origine de cette personne. Si maintenant vous vous le posez dans un cadre plus large qui est la notion de la société, avec des individus qui peuvent avoir des bébés, et bien là la question de l'origine, elle ne se pose plus. C'est-à-dire que l'origine de l'individu, cette question-là, ne se pose plus parce qu'on a un processus biologique qui nous permet de l'expliquer. D'accord ? On sait que l'enfant à naître existe potentiellement dans ses parents, et qu'il va en sortir un, et finalement il va en sortir un au hasard, parce que si vous faites 1 milliard d'enfants, eh bien ils vont avoir des propriétés presque toutes les mêmes, avec plein de fluctuations, vous allez pouvoir faire une courbe de Gauss, et bien c'est exactement la même chose en cosmologie, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir presque des milliards d'univers qui ressemblent un peu aux nôtres, un petit peu différents comme ci, un petit peu différents comme ça, et qu'ils vont tous évoluer de façon, ils vont tous avoir des histoires différentes, et que nous serions que dans un de ces univers, donc comme une cellule par exemple dans un décor. Donc quand vous arrivez à ça, vous voyez que la notion d'origine, elle se pose de façon complètement différente. Et c'est pour ça que, alors c'est pas que pour ça, mais c'est une des raisons qui fait que ces notions de multivers, en fait, ont gagné beaucoup d'intérêt, parce que dans ce cadre-là, on ne parle plus de la notion... Donc on va inventer une nouvelle structure, qui est une structure à très très grande échelle, qu'on appelle le multivers, dans lequel, de façon continue, il y a des univers qui apparaissent. Ne me demandez pas comment, d'accord ? Je n'y répondrai pas sans mon avocat. Mais il y a des univers qui apparaissent, et ces univers, il se trouve que, donc il y a une loi qu'on va postuler de façon dont les univers peuvent naître. On ne la connaît pas, pour l'instant on la postule, parce que c'est vraiment un truc spéculatif. Et puis l'idée, c'est que dans différents de ces univers, les lois de la nature vont être un petit peu différentes. Et elles peuvent varier d'un univers à l'autre. Et dans ce cas-là, ça vous permet d'explorer toutes les théories physiques possibles, comme d'explorer tous les génotypes possibles d'un individu qui a les 2 mêmes parents, parce qu'il peut mettre un petit peu de gènes comme ça pour les yeux, pour les cheveux, pour machin, et vous imaginez, ça c'est génial, d'imaginer l'ensemble de tous les enfants possibles que 2 personnes peuvent avoir, et faire une sorte d'histogramme de ça. Et, non mais ça serait génialement beau à faire, personne ne l'a fait encore. Mais ben, c'est un peu pareil, et ben, vous imaginez le multivers comme ça. Et ça continue, ça continue, ça continue, et ça continue, ce qui fait que parfois il y a 2 univers qui sont exactement identiques. Et là, on commence à rentrer dans des paradoxes, en particulier qui sont liés aux notions d'infini et qu'on ne sait pas traiter de façon mathématique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec cette façon d'aborder le problème, et encore je vous dis, là on n'est plus en train de faire de la science, on est vraiment au-delà, on pousse à l'extrême, on se dit que finalement, on doit peut-être changer notre façon de regarder l'univers, et qu'une fois de plus, on se rend compte que si on se restreint à ce qu'on observe, on va avoir du mal à comprendre cet objet, et que ce qu'il faut faire, c'est toujours essayer de le mettre dans une classe où il y a plein d'objets qui sont équivalents. Et ça, vous l'avez fait si vous faites si on fait de la biologie, si on travaille avec une souris, ben c'est difficile. Si on travaille avec des millions de souris, on peut commencer à faire des statistiques, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et en science, ce phénomène de reproductibilité est très important, alors qu'en cosmologie, on ne l'a pas parce que nous, aujourd'hui, nous n'observons qu'un seul univers. Et ça, il y a toute une branche très spéculative de la cosmologie qui se lance dans cette direction. Et je crois que c'est intéressant de voir jusqu'où ça peut nous amener.